La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel. Bonjour Yann Jacquard et bienvenue dans B2B. Bonjour, merci. Vous dirigez SimplyJet, une société active dans l'aviation d'affaires que vous avez créée avec deux camarades de l'EHL, l'école hôtelière de Lausanne. C'était il y a tout juste 10 ans, et raison pour laquelle nous vous recevons aujourd'hui. Nous vous recevons aussi alors que le monde de l'aviation traverse une série de fortes turbulences, on peut le dire, en raison de la guerre au Moyen-Orient, le prix du kérosène en forte hausse, peut-être une pénurie de carburant, des routes perturbées. On en parlera avec vous tout à l'heure, mais on va aussi, au-delà de découvrir le modèle d'affaires de SimplyJet, d'abord découvrons qui est notre invité. C'est la partie portrait. Yann Jacquard, vous créez donc SimplyJet vous aviez seulement 23 ans, je crois. C'est juste. Avec donc deux amis. À quel moment vous vous êtes dit, allez, on peut se lancer dans l'aviation, dans l'aviation privée, l'aviation d'affaires? Oui, c'est une très bonne question. Quand j'ai quitté l'école hôtelière de Lausanne, j'ai eu l'occasion de travailler pour un des leaders du secteur à Londres pendant 1 an. Et au bout de quelques mois, je me suis dit qu'il y avait probablement une niche dans le marché pour allier ce que j'ai appris à l'EHL. Et ce secteur-là proposait finalement une hospitalité suisse pour les clients qui souhaitaient profiter du service de l'aviation d'affaires. J'ai appelé mes deux excellents amis, Patrick et Mathieu, et je leur ai dit, écoutez, essayons. Comment est-ce que vous les avez convaincus de se lancer dans l'aventure? C'est une bonne question. Avant toute chose, on avait envie de faire un projet entrepreneurial ensemble, déjà à l'époque de l'EHL. Avant même la fin de nos études, on mettait des budgets théoriques dans des feuilles Excel pour divers business, jusqu'à de l'élevage de crevettes au Sri Lanka. Et au final, on va dire que l'aviation d'affaires nous semblait un bon modèle, peu d'actifs immobilisés pour se lancer, et puis voilà. Peu d'actifs, ça veut dire qu'il fallait pas beaucoup de capital pour démarrer? C'est correct. 3 ordinateurs, 3 bureaux, un bureau physique prêté gentiment par ma maman qui nous a aidé à nous lancer en nous fournissant un local. Parce que ça veut dire qu'il fallait, donc la société loue, fait aussi du courtage d'avions, mais est-ce qu'elle possède, est-ce qu'il fallait acheter un avion? Non, justement pas, c'était la beauté de ce business model pour nous. On fait vraiment du courtage, donc on loue des appareils auprès de compagnies aériennes lorsqu'elles n'en ont pas besoin et on les sous-loue à des clients qui, eux, en ont besoin. Donc il faut surtout un bon réseau Oui. et un bon système informatique. Exactement, c'est juste. Est-ce que vous-même, vous avez une licence de pilote ou est-ce que depuis, en 10 ans, vous avez décidé de passer au pilotage d'avion? Alors non, j'ai jamais eu de licence de pilote, probablement ni le désir d'en faire une, en tout cas pour le moment. Il faut choisir ses combats, c'est assez... ça prend beaucoup de temps et si on veut être en sécurité en l'air, il faut y consacrer du temps. Donc pour l'instant, c'est surtout SimplyJet. Et du saut en parachute non plus? Non plus. Rien à voir, rien de ce qui est lié Non. À l'aérien. Sur votre site, on lit que vous êtes aussi un passionné de musique, de gastronomie, de littérature française du 19e siècle. C'est vrai. Moi, je ne suis pas un grand spécialiste de littérature française, mais quand je pense à votre activité, je me dis que c'est peut-être Le Bonheur des Dames d'Émile Zola qui vous a inspiré. C'est un bon exemple de lien entre la littérature et l'entrepreneuriat. Alors c'est drôle, vous avez tapé pile dans le mille. Je pense que mes deux Zola préférés, c'est Le Bonheur des Dames et puis L'argent. Voilà, c'est des thèmes mercantiles, sans grande surprise, mais je trouve très intéressant dans ses écrits de découvrir finalement les prémices d'une économie de marché construite dans le Paris de 1840-50. Dans les Dames, c'est un premier grand magasin. Exactement. Et à travers cette histoire, on découvre toutes les astuces, les trucs de marketing pour faire venir et revenir les clients. Absolument. C'est toujours d'actualité? Vous savez, au final, je pense que peu importe le produit ou le service, il y a quand même des constantes dans le désir de consommer des clients qui ne changent pas, le désir de vivre une expérience, d'être bien accueilli, bien servi, ça c'est le côté EHL, avec des personnes qui ont le plaisir d'être là, le plaisir de livrer la prestation, ce qui est très important pour nous. Donc oui, c'est toujours d'actualité, je pense. Cette littérature, vous l'avez découverte de manière... je dirais scolaire par les études ou il y avait un intérêt comme ça spontané? Découvert d'abord au lycée, tout simplement, à Neuchâtel, scolaire, et puis je me suis consacré ensuite aux auteurs qui m'avaient bien plu et aller un peu plus loin.
Et dans votre famille, est-ce qu'on est entrepreneur? Vos parents, ils étaient aussi dans ce domaine? Vous disiez que vous étiez dans un bureau de votre mère tout à l'heure? Mon père est chimiste, donc pas entrepreneur, ou était chimiste, il est à la retraite, et ma maman a eu, et toujours quelques projets entrepreneuriaux dans divers domaines. Ça veut dire qu'enfant, vous les observiez et vous lui disiez: ah, mais moi, je serais mon propre patron un jour, je créerai mon entreprise? Non, pas forcément. À la base, j'ai fait l'EHL parce que je voulais être hôtelier, travailler dans ce beau secteur, mais j'ai vite découvert que le ratio entre le nombre d'heures qu'il fallait consacrer à un hôtel, par exemple, ou gérer un hôtel versus les retours sur investissement par rapport au temps, c'était un peu compliqué, donc je suis parti dans autre chose. Vous avez des expériences dans des hôtels, j'imagine, pendant la formation à l'EHL? On apprend, on va dire, moi, j'ai jamais travaillé dans un hôtel, mais lors de la formation, on apprend beaucoup de choses sur leur modèle économique, leur façon de fonctionner, leurs impératifs. C'est lourd comme infrastructure pour fournir ce service de l'hôtellerie. Et c'est des centaines d'employés, même pour un hôtel de taille intermédiaire. Alors, SimplyJet, ce n'est pas encore des centaines d'employés. Je crois que vous êtes un peu plus de 45 collaborateurs. Oui, une cinquantaine aujourd'hui. Une cinquantaine. Il y a 10 ans, vous étiez 3, oui. Puis 3 amis qui se lancent entre savoir, j'imagine vraiment où ça les mènera. Aujourd'hui, vous dirigez une PME. Comment est-ce qu'on passe de ce statut de fondateur un peu autonome à responsable, dirigeant d'une entreprise? C'est une bonne question. Écoutez, je crois que ça s'est fait graduellement. Je n'ai pas souvenir d'un moment dans le temps où mon quotidien a drastiquement changé. C'est des séries de petites évolutions. Notre premier employé, nos premiers stagiaires, notre premier comptable et les départements et la structure de l'entreprise qui s'organisent, se structurent au fur et à mesure que, entre guillemets, le succès et les clients arrivent. Et baby steps, comme on dit en anglais. C'était vraiment très graduel. Les deux, j'ai dit que vous étiez avec deux amis, on peut quand même donner leur nom, oui. Mathieu Orioli et Patrick Rossier. Ils sont toujours là? Bien sûr, bien sûr. Comment est-ce qu'on vit aussi cette transformation dans une relation d'amitié? Parce que là, les études, c'est sympathique, il n'y a pas tellement d'enjeux, mais construire l'entreprise, j'imagine qu'il y a des moments où vous n'êtes pas d'accord. Comment est-ce que vous réglez ces situations-là? On a eu beaucoup de chance. Notre amitié est toujours très forte, a tenu dans le temps. En 10 ans, il n'y a pas une seule fois où on s'est battu sur un sujet où nous avons eu des opinions différentes si fortes que ça créait des conflits. Un des secrets peut-être de la réussite pour nous, c'est d'avoir été 3 dès le début. Ça permettait d'avoir un modérateur éventuellement quand 2 avis étaient très tranchés. Et une recommandation que j'aimais toujours à beaucoup d'entrepreneurs en devenir, c'est essayer de vous associer à au moins 3, non pas 2, parce que je pense que c'est un bon chiffre. Et vous êtes toujours les 3 seuls propriétaires ou il y a d'autres personnes? Non, alors aujourd'hui, nous sommes 7 copropriétaires de la société, dont 5 gérants actifs, tous dans le bassin helvético-français, on va dire. Et c'est un collège, si on veut bien, d'associés qui essayent de collaborer au succès de l'entreprise. Un collège, l'équipe, pour vous, en tant que manager, c'est quelque chose qui est important? Vous souhaitez avoir ce genre de culture dans l'entreprise? Oui, et puis je crois que j'ai aussi l'humilité de dire que seul, je n'aurais jamais réussi à avoir ce succès et créer une boîte de cette taille. Et il faut savoir reconnaître les forces des uns et des autres et les allier pour arriver à résoudre les défis qui se présentent à nous au quotidien. Les défis, on va en parler dans la deuxième partie. Découvrons un peu plus en détail ce que fait SimplyJet dans la partie entreprise. Yann Jacquard, on va parler de la conjoncture actuelle. J'avais dit en introduction, marquée par l'envolée du prix du kérosène. J'aimerais aussi vous entendre sur l'empreinte carbone dans l'aviation privée. Mais bien sûr. On va commencer par expliquer le modèle d'affaires de SimplyJet. Vous nous avez déjà dit que vous n'étiez pas propriétaire des avions, c'est la location, du courtage d'avions privés, surtout des jets, c'est ça? C'est juste. Pas d'hélicoptères, par exemple? Si on fait, l'hélicoptère représente entre 5 et 10% de notre chiffre d'affaires par année à peu près, mais beaucoup du jet. Et qui sont les propriétaires des avions que vous mettez au service à la disposition de vos clients? C'est un spectre très varié. Ça va de la grande entreprise qui a 1 ou 2 avions utilisés pour les besoins du board, par exemple. Ça va du propriétaire purement individuel. Ça peut être parfois même des avions gouvernementaux dans des cas plus rares et qui sont mis à disposition du marché de la location lorsqu'ils ne sont pas utilisés par les propriétaires. Comment est-ce que vous savez qu'un avion est disponible? Il y a une sorte de marché spécial où chacun vient dire voilà, mon avion est libre pendant tant de jours? C'est ça. Il y a une espèce de plateforme centrale qui réunit les disponibilités
calendrier des appareils qui sont disponibles à la location et on utilise cette interface tout comme le ferait une OTA pour des hôtels ou des vols commerciaux et ensuite on va mettre en relation ces disponibilités d'avions avec nos clients. Et donc, vous venez sur cette plateforme pour dire, voilà, moi, ça m'intéresse, je propose tel prix, et puis C'est ça. on vous dit si ça joue pas. Exactement. Et vous servez quel type de clientèle exactement? Sur votre site, je crois qu'on lit c'est en moyenne, le coût, c'est entre 4 000 et 12 000 euros par heure de vol, selon l'appareil. Oui. Qui vient utiliser vos services? Une fois de plus, c'est très varié. On va avoir, je dirais, 2 catégories principales, donc les vols purement affaires, les vols purement loisirs, une hybridation au milieu d'un trajet qui a les 2 buts poursuivis en même temps. Nous, on fait beaucoup de vols d'affaires tout de même pour des sociétés de petite, moyenne et grande taille. Souvent, on va essayer de connecter des aéroports qui sont mal desservis par l'aviation commerciale. Une société qui a un site de production dans une zone peut-être rurale en France et un autre site de production dans une zone rurale en Pologne, il faudrait peut-être 1 jour et demi pour relier ces 2 villes via l'aviation commerciale. En aviation d'affaires, on peut le faire en quelques heures seulement. Ça, c'est un profil type de client qu'on va avoir qui utilise le service. Et ce sont des parcours que vous proposez à la dernière minute, à la demande, ou bien vous avez en quelque sorte des lignes fixes qui sont réservables à l'année? Nous travaillons uniquement à la demande. Uniquement à la demande? Oui. Donc ça veut dire que chaque matin, vous ne savez pas très bien qui partira aujourd'hui? Alors, notre délai de réservation moyen, c'est une quinzaine de jours avant un départ. Donc, on a une visibilité sur notre calendrier entre 15 jours et 1 mois en avance, sachant qu'on fait environ 20 vols en moyenne par jour. Et si demain, supposons que je sois un dirigeant d'entreprise qui doit me rendre près d'un centre de production parce qu'on a un problème ou on doit signer un grand contrat, je peux pas en 24 heures ou en 12 heures arranger un vol, c'est trop court comme délai? Non, si, c'est tout à fait possible. Les délais les plus courts qu'on arrive à exécuter selon l'aéroport, le type de mission et le nombre de passagers, ça va être entre 2 et 3 heures avant le décollage. Donc ça se fait, ce qu'on appelle vraiment des vols last minute. Last minute, ça existe aussi. Donc vous êtes parti de zéro il y a 10 ans. Aujourd'hui, en 2025, vous annonciez que vous aviez approché les 40 millions de francs de chiffre d'affaires. Ce sera dans quel ordre de grandeur cette année, a priori? Alors ça va dépendre, on est en train de considérer plusieurs options stratégiques pour la société, notamment peut-être un peu de croissance inorganique, donc selon si ça s'exécute ou non, les chiffres pourraient être inorganique, différents. c'est-à-dire acquérir C'est juste. une autre société? Exactement, je pense qu'on sera entre 45 et 50-55 millions de francs suisses de chiffre d'affaires en 2026. Qu'est-ce qui fait que vous arrivez à percer? Parce que j'évoquais que voilà, c'est un monde avec de la concurrence. Il y a LunaJet, peut-être qu'on peut citer Private Fly ou Bien sûr. NetJet. Comment est-ce que vous, SimplyJet, vous vous différenciez? On tente d'avoir un type d'unicité de philosophie peut-être qui nous vient beaucoup de cette EHL, de notre manière de travailler en équipe, de qui est l'équipe dirigeante, de qui sont nos collaborateurs et collaboratrices au quotidien. On ne se positionne pas comme l'acteur le meilleur marché, très clairement. On essaye de proposer une prestation premium au sein de notre industrie et on a un certain nombre de clients à qui ce positionnement correspond et d'autres moins. Donc qu'est-ce qui est premium? Pour vous, c'est quoi le premium? Pour nous, le premium, c'est lorsque la personne qui organise, qui s'occupe de ce vol d'affaires est présente de A à Z pour le client, à toute heure du jour et de la nuit, elle va vraiment prendre soin, avoir l'envie de livrer une prestation qui logistiquement est impeccable pour faire gagner du temps. Finalement, c'est ce qu'on vend, c'est du temps à nos clients. Donc c'est une personne qui va voyager avec le client ou qui gère tout ça de votre centre, le centre principal étant à Lausanne? Oui, qui gère depuis le centre. Elle va aussi de temps à autre se rendre sur place à l'aéroport pour faire de la supervision sur place, mais c'est souvent depuis le siège, oui. Vous avez ouvert des bureaux à Londres, à Paris, à Zurich aussi, je crois. C'est juste. Pourquoi le choix de ces villes? Alors, ce sont des grands hubs, des centres économiques importants pour l'aviation d'affaires et pour l'économie au sens large. Et ça avait du sens d'un point de vue marché de nous rapprocher de nos clients locaux sur ces hubs, tout simplement. Est-ce que vous êtes content avec ces bureaux? Il y a d'autres bureaux qui pourraient être ouverts prochainement, peut-être cette année ou... Oui, alors je ne sais pas si ce sera cette année, mais nous sommes actuellement en train de considérer l'ouverture de nouveaux bureaux. Oui, plusieurs marchés sont étudiés. Ce serait plutôt à l'international. Oui. En dehors de l'Europe? Oui. Vers l'Asie? Asie du Sud-Est et États-Unis sont nos 2 options les plus crédibles en ce moment. Oui.
Et d'aller là-bas, quand on est une société suisse, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on avance comme argument pour dire on est crédible, ça vaut la peine de voler avec nous? Je crois qu'on a la chance d'avoir un pays magnifique. Le Swissness, finalement, le Swiss Made, ce sont des valeurs, une qualité qui sont reconnues partout dans le monde. On peut un peu surfer, entre guillemets, sur cette vague. Et puis, je pense que notre équipe, au sens large, est inspirée par ces valeurs que notre pays a et représente à l'international. Donc, on peut se démarquer partout dans le monde avec un facteur suisse. Ce serait donc une clientèle qui ferait le voyage des États-Unis ou de l'Asie du Sud-Est vers la Suisse. Ce serait ce type de liaison que vous visez? Ça, mais également des trajets plus domestiques, finalement. On organise déjà aujourd'hui des vols domestiques aux États-Unis ou bien un vol entre la Chine et le Japon. C'est déjà exécuté par nos équipes aujourd'hui. On partirait juste sur une empreinte un peu plus locale avec des bureaux proches de nos clients là-bas également. Et en termes de rentabilité au cours de ces 10 ans, est-ce que ça a été des hauts, des bas, ou vous maintenez les chiffres noirs depuis longtemps? Alors, on a toujours été dans les chiffres noirs, oui, globalement. On est finalement... On est très sage avec nos finances, on n'a pas levé de dette, on n'a pas fait de grandes levées de fonds. On a construit petit à petit, étape après étape, année après année. L'argent supplémentaire qu'on retrouvait en bas de notre bilan, on le réinvestissait principalement dans un mélange de publicité, notamment digitale, et dans le recrutement de membres d'équipes supplémentaires. Et puis la combinaison de ces deux facteurs nous a amené gentiment à la taille d'entreprise qu'on a aujourd'hui. Et on reste toujours prudent, surtout dans le contexte économique actuel. On y reviendra dans un instant, mais pour vous, les postes d'investissement, à part l'humain, c'est le service premium dont vous parlez, l'informatique, l'IT, les services numériques, c'est très important. Quel enjeu? Très important. C'est très important. On possède d'ailleurs une filiale de notre société en Inde, avec aujourd'hui 10 collaborateurs et collaboratrices qui sont à temps plein, qui travaillent avec nous depuis plusieurs années. Ils sont comptés dans la cinquantaine que vous évoquiez? Oui, tout à fait. Et qui délivrent pour notre groupe un mélange de services IT et marketing qui nous permettent de croître. À Bordeaux, maintenant, la question qui est cruciale pour certaines personnes, l'aviation privée est critiquée pour son empreinte environnementale. Oui. Vous, comment est-ce que vous gérez cet aspect-là? C'est une très bonne question. Alors, c'est évident, et on ne s'en cache pas, que l'aviation d'affaires a un bilan carbone qui est, d'un point de vue nominal, assez important. C'est une vérité. Sur une base relative, l'aviation au sens large, c'est 2-3% des émissions CO2i, donc y compris eau de gaz à effet de serre au niveau mondial. L'aviation d'affaires, au sein de l'aviation, c'est 3% des 3%, donc c'est relativement faible. Ce qu'on fait, c'est on s'est associé à une organisation à but non lucratif qui est basée à Zurich, qui d'un point de vue scientifique nous aide à calculer pour chaque vol quelle est l'émission carbone émise par nos avions. On présente ce calcul à nos clients, associé d'un montant à régler s'ils veulent compenser finalement ces émissions. Aujourd'hui, c'est sur une base volontaire. Combien le font? Malheureusement pas assez, pour être très franc. Mais quelques-uns le font quand même? Entre 5 et 10% de nos clients, j'estimerais aujourd'hui. C'est très fluctuant selon... Et quand vous dites compenser ces 5 à 10 clients, qu'est-ce que vous faites concrètement pour absorber ces émissions de CO2? Alors, l'organisation à but non lucratif qui collecte ces fonds utilise l'argent pour l'investir dans des projets, surtout en Suisse, qui vont abaisser la quantité équivalente de carbone émis. C'est par exemple des projets de transition énergétique où on va rendre des bâtiments moins énergivores, on va développer des solutions de panneaux solaires dans un quartier, des choses comme ça. Ce que je souhaiterais pour m'étendre là-dessus, à mon avis, aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est que c'est très fragmenté dans notre industrie, la manière dont les différentes sociétés gèrent cet aspect de la transition écologique. On pourrait imaginer que l'Europe, au sens large, parvienne à un système unique, central, en disant, voilà, on va soit taxer, soit prélever une taxe basée sur une distance, une taille d'avion, qui serait prélevée à la source auprès du client. Et si c'est unifié, je pense que les clients seraient tout à fait à même de dire, voilà, c'est clair, le gouvernement prélève, il réinvestit. Parce que leur empreinte carbone est quand même marquée, même si vous l'avez expliqué que le pourcentage total des émissions de CO2, c'est plutôt marginal, mais je crois que c'est une dizaine de fois de plus qu'un avion de ligne par passager ou 50 fois plus qu'un train. Donc il y a quand même une vraie marque là. Une autre façon, ce serait aussi d'utiliser des carburants
qui émettent moins ou pas de Oui. CO2. Par exemple, en Suisse, la start-up Synelion à Zurich développe ce type de nouveau carburant à partir d'hydrogène. Dans vos avions, ça vient, ce type de carburant Oui, bien sûr, on a dans la plupart des vols qu'on affrète une part de plus en plus importante de SAF, c'est Sustainable Alternative Fuel, donc qui sont des kérosènes qui sont composés en partie de biomasse principalement. Ici, le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas assez de production de cette biomasse pour pouvoir fournir assez de kérosène moins polluant. Pas assez, ça veut dire il faudrait. On a quel pourcentage Aujourd'hui, en Europe, je pense que la part de biocarburant utilisé dans les vols est en dessous de 10% encore. Et je pense qu'il serait plus juste de continuer d'améliorer l'efficacité énergétique des moteurs pour qu'ils consomment moins, plutôt que d'augmenter la production de biomasse pour avoir du fuel moins polluant. Pour le bilan global. Oui, ce serait probablement plus raisonnable. Et j'entends bien votre idée d'une taxe générale pour tout le marché en Europe. Est-ce que ça, c'est en train de venir, c'est en réflexion, ou c'est une idée que vous proposez, mais qui pour l'instant n'a pas été vraiment reprise? Alors non, il y a plusieurs pays qui se sont déjà attelés à cette question et qui, d'un point de vue national, c'est le cas de la France, c'est le cas du Portugal, c'est le cas de quelques autres pays qui ont des principes similaires. Le problème, c'est que cela crée des asymétries de marché avec ensuite des compagnies aériennes qui peuvent décider de changer un plan de vol pour arriver à un bilan économique plus sensé, alors que si on arrivait à harmoniser, je pense que ce serait beaucoup plus simple pour tout le monde. J'espère qu'on va tendre vers une solution de cette sorte-là. Dans la banque privée, souvent, les banquiers disent les clients jeunes accordent vraiment plus d'attention à l'aspect environnemental, vont demander un investissement en suivant une stratégie dite ESG, et moins que leurs parents peut-être. Dans vos clients, vous constatez ça aussi, les 5 à 10% qui acceptent de payer quelque chose, c'est plutôt des jeunes? Non, alors de manière intéressante, je pense que je n'ai jamais observé de corrélation entre le profil sociodémographique de nos clients et leur propension à compenser, non. On verra peut-être que ça changera. Terminons par quelques mots sur le contexte actuel. J'évoquais donc cette guerre au Moyen-Orient qui bloque beaucoup le trafic dans le détroit d'Ormuz et qui, par effet d'entraînement, fait augmenter le prix de tous les carburants, y compris le kérosène qui a doublé depuis le début de la guerre. Comment est-ce que vous êtes adapté à cette nouvelle donne? C'est beaucoup de travail additionnel. Ce qu'il se passe concrètement, c'est qu'on doit négocier au jour le jour avec nos différents fournisseurs avec lesquels on avait parfois réservé des contrats longtemps en avance, avec un prix du fuel à un indice donné. Évidemment, il a doublé, triplé, quadruplé sur certains aéroports. C'est des négociations, essayer de faire en sorte que nos clients ne soient pas trop impactés par ces hausses de fuel. Parfois, on doit impacter cette hausse de fuel parce que sinon, le vol n'est économiquement plus viable pour notre fournisseur. C'est donc du travail en plus, beaucoup de volatilité. J'espère que la situation se stabilisera, pas que pour ces raisons, évidemment. Que le carburant, dans le coût j'évoquais les 4 à 12 000 euros par kilomètre, c'est quel pourcentage à peu près? Selon le type d'appareil, on va se retrouver entre 10 et 20% du prix total du vol. D'accord, donc si le prix double, c'est important. L'impact est sensible. Une pénurie de carburant, certains l'évoquent, d'autres disent qu'on est encore bon pour quelques mois. Vous avez un avis? Vos stocks sont pleins jusqu'à quand? Je crois que je n'ai pas les compétences suffisantes pour répondre de manière cohérente à cette question. Je ne pense pas qu'en tout cas dans notre industrie, on ait réellement ce genre de problème dans les semaines à venir. À mon avis, on va trouver une solution géopolitique rapidement. Vous êtes optimiste comme la plupart des personnes, on espère que ce sera le cas. Puis, une dernière question à propos de cette crise, mais plutôt du côté de la clientèle. Est-ce que là, ça a été l'occasion peut-être d'ouvrir de nouvelles lignes parce que des personnes voulaient à tout prix quitter Dubaï, Abu Dhabi et venir dans un espace plus sûr comme la Suisse? On vous a approché pour ce genre de... Alors, nous avons été approchés. Dans les faits, par rapport à peut-être certaines autres sociétés de l'industrie, nous avons réalisé un nombre limité de rapatriements. Nous en avons fait quelques-uns, mais c'était très difficile à organiser dans beaucoup de cas dans cette situation d'urgence et aussi pas forcément recommandé avec des règles d'espace aérien qui changeaient toutes les 2-3 heures. C'était un réel risque pour nos clients d'éventuellement se placer sur un vol. Donc, à l'inverse, on a plutôt vu une forte diminution, évidemment, des trajets depuis et vers le Moyen-Orient. Donc, pour notre part, c'était plutôt un événement, évidemment, négatif en termes de volume d'affaires. Parce que pour vous, cette région du monde, elle représente une part importante de votre chiffre? Ça va être à peu près 15% de notre chiffre d'affaires, les GCC. C'est significatif.
Merci beaucoup Yann Jacquard d'être venu dans B2B. On vous souhaite bon vol pour la Suisse. Mais pour Merci terminer, bien sûr, le questionnaire de Proust. Quel est votre principal défaut? Perfectionniste. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui crée son entreprise? Allez-y. Quelle devise vous répétez-vous chaque jour? Il faut être heureux de ce qu'on fait. Quels sont les 3 objets que vous emmèneriez absolument sur une île déserte? Mon téléphone, un bon roman et un briquet. Qu'aimez-vous le plus chez vos amis? Leur franchise. Quelle chanson vous motive le plus? Pourriez-vous nous la chanter? Three little birds pitch at my doorstep, singing sweet songs of melodies pure and true. Bob Marley, évidemment. La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel.